messieurs, bonsoir et bienvenue à Chrono aux citoyens, une émission spéciale consacrée sur la chaîne True TV et également sur la chaîne Burkina Info, une émission spéciale qui a été voulue par Diaconia et ses partenaires. Chrono Citoyen se penche aujourd'hui sur le thème Covid et rentrée scolaire 2020-2021, constat et perspective. Une autre interrogation également se pose dans cette rentrée scolaire 2020-2021. Il s'agit des formules d'alphabétisation et de promotion des langues nationales dans nos écoles. Et donc c'est autour de ces deux thématiques que nous avons cette émission. Vous aurez l'opportunité d'appeler, vous aurez également l'opportunité d'envoyer des SMS aux invités que nous allons lire. Et déjà, c'est sur la plateforme de l'émission. Nous vous disons déjà merci, vous qui êtes en direct sur cette émission. Bernard Bougouma, que je suis à la présentation. Alors, pour commencer cette émission, sachez que nous avons des invités. Et ce soir, avec nous, il s'agit d'abord du professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Bourma. Merci bien. Avec nous également, madame Gira Nebissiri Awa, présidente de l'association ICRA. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Bourma. Merci d'être venu. Avec nous également, monsieur Hector Ardan Oudraogo, président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, en abrégé, UNAPSB. Bonsoir, monsieur Oudraogo. Bonsoir, monsieur Bourma. Merci. Également, monsieur Roger Valéa, il est sociologue et il est l'administrateur général de l'agence ACF Afrique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bougouma. Merci à tous d'être venus. Merci également, madame, monsieur, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre. Nous allons commencer cette émission par un constat de la rentrée en ce qui concerne la maladie à coronavirus. Vous savez que depuis pratiquement le mois d'avril, les classes ont été fermées. En dehors des classes d'examen qui ont repris d'une façon ou d'une autre les classes, les choses se sont évoluées comme vous le savez. Et aujourd'hui, c'est la reprise. Comment est-ce que les choses se sont passées? Nous allons suivre cet élément avant de revenir avec nos invités. Et c'est signé Mami Diana Kababou. Il est 9h passé de 10 minutes à l'école d'Agnoué B, 6 au quartier Wemtenga. Les élèves sont installés dans les salles de classe. La rentrée scolaire 2020-2021 est bien effective. Mais contexte sanitaire oblige, des dispositifs de lavage de mains sont installés dans la cour de l'école. C'est une année particulière avec cette pandémie de la Covid-19, mais notre ministère a fait en tout cas des efforts cette année. Il nous a doté des cache-nez, un cache-nez par élève, et puis des bulles de savon pour le lavage de mains. Mais vous avez remarqué que ce matin, on ne peut plus vraiment donner ces cache-nez parce que ça vient d'arriver. On est en train de les partager. Mais dès demain, chaque élève va porter son masque. À quelques pas de là, à l'école d'Agnoué A, les responsables de l'école mettent un accent particulier sur le port de masque au sein de l'établissement. Et ce premier jour de classe est consacré à la sensibilisation et à la distribution de cet outil de protection contre le Covid-19. Si la qualité de ce masque laisse à désirer, les premiers concernés, eux, semblent comprendre l'enjeu de ces mesures exceptionnelles. On nous donne des cache-nez parce qu'il y a une maladie. Et quelle maladie? Le coronavirus. On nous donne des cache-nez parce qu'il y a une maladie très contagieuse. Et comment s'appelle cette maladie? Le coronavirus. À l'heure de la pause des 10 heures, difficile de faire respecter les mesures de distanciation sociale. Les élèves, envahis par la joie des retrouvailles, s'adonnent à toutes sortes de jeux sous le regard de leurs parents. Selon moi, en tout cas, je remarque que l'État a fait un effort, mais ce n'est pas évident. Comme les tout petits, c'est un peu compliqué. Puisque depuis même je suis arrêtée ici, je voyais même à l'intérieur là, ils ont mis des casse-nez, mais ils ont tendance à enlever pour communiquer ensemble. Donc vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas une autre solution. Sinon, je trouve que ça serait un peu compliqué. Mais on va compter sur l'aide de Dieu seulement. Sinon, selon moi, c'est pas... À 80% même, c'est pas évident. Les masques et les dispositifs de lavage des mains sont des dotations du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. À noter que pour ce premier jour de classe, plusieurs responsables d'établissements nous ont interdit toute prise de vue et ont refusé de s'exprimer
devant notre caméra. Merci à Mami Driana Kamabou. Vous aurez effectivement vu ce reportage avec les invités également. Voyez-vous que Corinne Sanfo, qui est parente d'élèves, compte sur Dieu parce que selon elle, ce n'est vraiment pas évident. Des efforts ont été faits, mais comme on le dit à Ouagadougou, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Alors, avec l'ensemble de nos invités, le constat il est clair. Je donne la parole déjà aux parents d'élèves. Monsieur Ouedraogo, vous êtes le président de... vous représentez ici les parents d'élèves. Alors, le constat en tant que parent au niveau des écoles par rapport aux mesures prises par le gouvernement, est-ce que les parents sont satisfaits? Merci à vous, Monsieur Bougma. Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de la fêtière que je représente sur ce plateau, vous remercier pour l'invitation que vous nous faites en ce jour. Merci. Une émission qui est bien entendu en synchronisation avec Burkina Info. Je voudrais, avant de répondre à la question, toujours saisir cette opportunité pour remercier les acteurs du système éducatif qui ont œuvré depuis la survenue de la pandémie à Covid-19 au mois de mars 2020, ces acteurs-là qui ont œuvré à ce que les examens se tiennent dans de meilleures conditions, avec des résultats excellents versus l'année écoulée, mais également avec la réouverture des classes qui s'est déroulée dans des conditions, j'allais dire, acceptables. En effet, l'année scolaire s'est effectuée et le constat que nous faisons par rapport donc à la situation de Covid-19 que nous vivons, elle est vraiment difficile. Nous avons remarqué à travers donc l'émission qui vient donc de passer que la distanciation donc sociale ou physique n'est pas respectée. Le cache-nez, effectivement, est présent, mais le port n'est pas toujours évident. Ici, je n'ai pas vu de dispositif donc, de lave-main. Bref, c'est dire que la rentrée s'est déroulée comme nous l'avons souhaité, mais par rapport aux mesures barrières souhaitées, il faut dire que ce n'est pas évident. Et comme la parente d'élève l'a souligné tantôt, il faut bien évidemment s'en remettre à Dieu. Parce que il est difficile, hein. Vous voyez, je n'ai pas l'effectif à l'heure actuelle au niveau donc des différentes classes, mais tout ce qui est distanciation physique ne peut pas être respecté. Cela n'est pas possible. Alors que nous allons revenir, mais en attendant, je me tourne vers Madame Guira. Vous êtes dans le domaine associatif, vous travaillez dans le domaine de la promotion des langues nationales, l'éducation non formelle. Alors, votre constat par rapport au respect des gestes barrières pendant la rentrée, c'est lequel constat? Quel constat est-ce que vous avez pu faire? Alors, merci beaucoup, Monsieur Bougma. Effectivement, par rapport à mon constat, est que c'est la même chose que le documentaire. On voit que les gestes barrières ne sont pas tout à fait respectés. Mais bon, je ne veux pas aller dans le sens de cette parente d'élève qui dit on ne peut que s'en remettre à Dieu. Je pense qu'il y a des choses à faire. L'État a déjà fait quelque chose. L'État a pris ses responsabilités dès l'arrivée du Covid. Et je veux parler surtout du ministère en charge de l'Éducation nationale qui a pris ses responsabilités en trouvant des alternatives par rapport à cette pandémie. Donc, je pense que il revient à chaque parent d'être responsable vis-à-vis de la santé de son enfant. Donc la sensibilisation commence même depuis la cellule familiale, avant même d'arriver à l'école. Et je vais profiter de votre micro pour en tout cas faire appel à tous les parents que cette pandémie est là. Ce qui se passe ailleurs, jusque là, chez nous, Dieu merci, la situation n'est pas trop grave, mais il faut
en tout cas faire des mesures préventives, surtout la sensibilisation. Et c'est en cela que l'association des parents d'élèves doit en tout cas prendre des dispositions par rapport à tout ce qui est sensibilisation envers les parents d'élèves pour que en tout cas on puisse en tout cas contrer en tout cas se préparer et à contrer les cas graves de cette pandémie. Alors donc pour vous, le gouvernement a joué sa partition, il appartient aux parents de faire la leur. Tout à fait. Le gouvernement a fait des efforts, mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Et donc, c'est en cela aussi que la société civile aussi peut aussi intervenir. Nous, au tout début de la pandémie, nous, on a vu qu'il fallait agir surtout dans notre public cible. Nous, on travaille avec les acteurs des foyers coraniques. On sait que c'est pas évident. Ce sont les personnes qui sont souvent oubliées. Et dès les premiers instants, l'association ICRA s'est déployée sur le terrain vers ces bénéficiaires pour essayer de faire toute la sensibilisation avec, justement, on va en parler, on va parler de l'aspect alphabétisation, avec l'alphabétisation qu'on a mis sur qu'on met en œuvre. On a fait des affiches pour vraiment sensibiliser cette partie de la population. Et je pense que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau. La société civile, les parents d'élèves, et tout le monde peut faire quelque chose. D'accord. Alors, monsieur Roger Valéa, je rappelle que vous êtes administrateur général de ACSF Afrique, l'agence de conseil, de services et de formation pour le développement. Vous êtes sociologue également. Votre agence évolue aussi dans le domaine de l'éducation, de l'encadrement. Alors, le constat, on l'a vu dans le reportage, les uns et les autres corroborent également ce qui a été dit, mais en tant qu'agence qui accompagne, qui conseille, qui suit, alors quel est votre regard par rapport à cette situation avec la rentrée? Alors, permettez-moi de partir de ce reportage qui présente un cas très spécifique. Alors il faut l'élargir pour comprendre plus le phénomène que nous sommes en train de traiter, la question de la rentrée en rapport avec la Covid-19. Il faut dire que c'est vraiment poignant d'entendre ce que cette dame, Madame Sanfo, Corinne Sanfo, disait. Mais ça traduit un certain état d'esprit et ça révèle aussi la préparation des uns et des autres, je veux dire des acteurs de l'éducation et de l'ensemble des partenaires selon qu'ils ne sont pas engagés de façon active dans le système éducatif. Donc des autres acteurs qui sont concernés par la question de l'éducation. Alors je crois que ça dépend un peu de la préparation que chacun a mise en œuvre pour arriver à cette rentrée. Alors Madame Guira a fait état de la préparation ou des mesures prises par le gouvernement, et on a entendu aussi Monsieur Hector Ouedraogo qui a aussi donné son point de vue par rapport à cette problématique. Mais il faut dire que cette réalité qui se vit dans un établissement spécifique traduit la réalité d'ensemble de notre pays. Parce que ce qu'elle dit, ce n'est pas propre spécifique à elle, c'est propre au Burkinabé. Et on a depuis le 9 mars connaissance de cette réalité de la Covid-19. Et on a eu plusieurs réflexions, plusieurs actions, mais quand on a annoncé la reprise, on a fait le constat que, à part les acteurs engagés vraiment à fond dans le système éducatif, donc les premiers acteurs, le gouvernement, les parents d'élèves, les syndicats, les autres parents d'élèves ou les autres acteurs sont restés un peu en recul. Alors, c'est ce qui a fait qu'au niveau de notre agence, on a lancé une campagne pour cette reprise-là, pour se mobiliser parce que cette maladie est à prendre au sérieux et il fallait bien se positionner par rapport à cette maladie. Sinon, si cela n'est pas fait, on va finalement arriver à une réflexion comme celle que nous venons d'entendre, une réaction comme celle que nous venons d'entendre sans remettre à Dieu. Alors que nous sommes appelés en tant qu'acteurs à déterminer aussi le déroulement des choses et à pouvoir nous engager pour pouvoir, j'allais dire,
empêcher la progression de la maladie en mettant en œuvre un certain nombre de mécanismes qui relèvent des gestes qu'on peut appeler des gestes conatifs, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on est dans le cas d'espèce. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est ce que la dame essaie de traduire. Mais alors qu'il y a des mesures qui ont été édictées depuis le départ à la rentrée pour que chaque acteur sache ce qu'il faut faire. D'accord. Je rappelle que c'est vrai que le téléphone n'est pas encore ouvert, mais déjà vous pouvez noter le numéro, c'est le 25 36 04 04. Donc vous notez, mais pour le moment vous ne pouvez pas appeler, même si vous appelez, ce n'est pas évident que nous puissions décrocher parce que ce n'est pas le moment des appels téléphoniques. Déjà vous pouvez noter le numéro 25 36 04 04. Alors, professeur Warou, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de la promotion des langues nationales. Vous avez entendu, le constat a été fait dans une école, le reportage a été fait, vous avez également écouté, mais il y a un constat qui se dégage. Vous semblez avoir été surpris alors que les classes ont été fermées pratiquement depuis longtemps. Il y a eu les vacances qui sont passées, la rentrée des classes, et puis on a l'impression que vous n'étiez pas prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là? Non, dire qu'on n'était pas prêt, je ne pense pas du tout. On n'était pas prêt. Je voudrais d'abord dire que ces élèves-là vivent dans une société. Et quand la société se comporte d'une certaine façon, il est difficile pour ces enfants qui sont issus de cette société, qui partent de cette société pour aller à l'école et revenir, de pouvoir donc avoir des comportements différents. Vous constaterez avec moi que la population burkinabé ne porte plus le masque. Et ça, c'est une réalité. La population burkinabé ne respecte plus les mesures barrières. C'est une réalité. Maintenant, nous sommes l'éducation. Nous sommes le ministère en charge de l'éducation. Nous sommes chargés d'éduquer. Et c'est pour cela que, en lien avec donc la maladie qui circule toujours, en lien avec la connaissance de la maladie, il y a un certain nombre d'instructions officielles de rentrée que nous avons édictées. Alors, il faut faire attention. Les mesures barrières que nous avons retenues sont des mesures barrières réalistes et en lien avec la réalité. En courant mars-avril, la perception que les populations avaient de la maladie n'est plus la même aujourd'hui. Vous avez au moins 95% de la population qui ne croit pas du tout à la maladie. Ça, c'est une réalité qui n'a plus peur. Alors que en mars et en avril, lorsqu'on disait que quelqu'un était atteint de coronavirus, on pensait déjà à la mort. On ne souhaitait même pas approcher la personne. Quand moi j'ai déclaré ma situation sanitaire de personnes infectées par le coronavirus, même les agents du ministère ne voulaient plus venir au ministère. Ils ne voulaient plus toucher aux paraphères qui étaient rentrés dans mon bureau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je considère que c'est quelque chose de positif. C'est ce que nous avions souhaité, faire en sorte que nous puissions vivre avec la maladie. Et donc nous avons édicté des instructions officielles de rentrée dans lesquelles nous avons précisé les mesures barrières à respecter. Il y en a 2, pas 3. Okay. Avant, il y en avait 3. Donc il y en a 2. C'est le port obligatoire du masque, c'est inscrit. Et deuxièmement, c'est le lavage des mains. Par contre, les mesures de distanciation, nous avons dit que ce n'est plus obligatoire. Parce qu'en réalité, on ne peut pas le respecter. Et donc, nous avons décidé que ce sont 2 mesures barrières. Donc, il faut qu'on s'accorde sur ça. C'est ce que nous avons retenu. Et c'est ce qui doit être respecté. Maintenant, mais le constat est clair. J'arrive. Non. Deuxièmement, nous avions pris des engagements de doter les élèves de cache-nez. 2 cache-nez réutilisables et lavables, faits à base de cotonnade burkinabé, pour aussi que cela impacte positivement le tissu économique du pays, parce qu'il y a eu des impacts négatifs sur la vie économique. Nous avons, à travers cette initiative, mobilisé plus de 20 000 familles qui ont réalisé un certain nombre de choses. Les témoignages sont en train de passer. Et aussi à les doter à donner cette cache-nez aussi aux enseignants. Ça, c'était pour achever l'année scolaire 2019-2020. À partir du moment où les classes d'examen sont revenues et que les autres ne sont pas revenus, sur les 12 millions de masques, nous avons distribué autour de 2 800 000 masques. Il nous restait en magasin autour de un peu plus de 9 millions de masques. Au regard des effectifs que nous évaluons pour le moment autour de 5 millions, nous avons dit vous distribuez à raison de 1 par élève. Et puis si ça reste, vous pouvez donner un deuxième. C'est une distribution, c'est quelque chose qu'on donne, mais ce n'est pas un engagement. Et donc pour nous, le port systématique du masque doit se faire avec l'accompagnement des parents. Les élèves doivent venir avec des masques, mais le gouvernement ne s'est plus engagé. Mais ce qui nous reste, nous avons distribué. C'est le même cas aussi donc pour le savon. Mais convenez avec moi que quand on distribue, les anciens ne peuvent pas aller dans les familles. Ils ne connaissent même pas le logement des enfants. C'est à la rentrée, quand les enfants arrivent, que les cache-nez sont distribués
distribuer. Ce qui fait qu'effectivement, si c'est au début, les premières heures, c'est normal que des élèves ne portent pas. Vous avez suivi avec moi une distribution de cache-nez. Dans les institutions officielles de rentrée, nous avons aussi instruit les enseignants d'exécuter d'abord le cours sur la sensibilisation à la maladie à coronavirus. Nous avons élaboré en 150 000 exemplaires avec du matériel qui est tel que donc, le document peut prendre 3, 4, 5 ans avant de se dégrader. Nous avons mis à disposition des enseignants, avec l'accompagnement du ministère de la Santé, à travers le CORUS, un cours de sensibilisation sur la maladie à coronavirus. Et le premier cours, c'est cela, pour amener les élèves à respecter cela. Mais effectivement, ce n'est pas très évident. Personne ne porte le masque chez vous à la maison. Les gens s'embrassent, ils se saluent et tout. Moi, quand je vais en province, on me salue. Il y a des situations difficiles où je suis obligé de tendre la main. Vous avez des autorités. Donc, en clair, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Non, je ne dis pas. C'est tout le monde qui a relâché. Donc c'est les gens ont relâché. Malheureusement, ils ont relâché. Mais nous, notre rôle, c'est d'éduquer. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons continuer de le faire. Moi, j'ai dit, c'est des instructions officielles de rentrée. Le port de masque est obligatoire. Il y a beaucoup d'établissements où c'est respecté. Il y en a où ce n'est pas respecté. J'ai dit, continuez de sensibiliser. Mais à partir d'un certain moment, on va gentiment refouler les enfants qui ne porteront pas le masque. Ils auront cherché leur masque. Mais pour revenir, à partir du 20, ils ont le masque. Voilà, à partir du 20, c'est ce qui a été donné pour que les gens se placent. Ça permet aussi, effectivement, aux masques que nous distribuons, de pouvoir être disponibles partout éventuellement pour que cela puisse être fait. Donc, est-ce que je voulais dire, je vais terminer par quelque chose d'extrêmement important. J'ai vu un peu, effectivement, et j'ai apprécié dans le reportage certains masques défectueux. Donc, le reporter ou la personne qui faisait le reportage a dit la qualité des masques laisse à désirer. Oui, parce qu'il faut nuancer. Il faut faire très attention, il faut nuancer. Effectivement, quand vous produisez 12 millions de masques, c'est pas évident que tout soit de cette façon. On ne peut pas les compter, puisque c'est du matériel hygiénique emballé dans du plastique. Donc quand ça vient, on essaie de compter le nombre. Si ça contient 50, on compte. Mais on ne peut pas ouvrir et les compter manuellement. Ce qui fait que quand ces masques arrivent à l'école, pour la distribution, il y a des masques défectueux. Nous les récupérons, nous remettons à la CCTH. Aujourd'hui, la CCTH a confectionné le projet. En fait, on va dire l'initiative est achevée en fin septembre. Ils ont produit 12 170 000 masques à peu près. Les 170 000, c'est une sorte de compensation des masques défectueux qu'on a constaté et pour lesquels on a attiré l'attention de la CCTH quand les classes d'examen avaient repris et que nous constatons aussi. Donc, c'est attirer l'attention et dire, mais je pense qu'il faut nuancer parce que ce n'est pas des masques qui laissent à désirer. Il y a certains, effectivement, qui sont défectueux. Merci beaucoup. D'accord, on aura compris. Alors, M. Ouedraogo, le ministre est clair, les parents ont relâché, les enfants prennent chez les parents. En tant que parents d'élèves, ici, la responsabilité aussi des parents est largement engagée, comme l'a aussi dit Mme Guira. Oui, le ministre ne pointe pas un doigt accusateur de façon exclusive à l'endroit des parents. Mais si tu les responsabilités. Le ministre fait un constat général au niveau donc de la société. C'est ça. Où effectivement il y a un relâchement du port du cache-nez à tous les niveaux. Là où je dois dire effectivement, c'est qu'il y a un travail d'information, un travail de sensibilisation qui doit être fait au niveau donc des familles. Mais là, je vous pose la question au niveau de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du primaire et du supérieur, du secondaire et du supérieur. Est-ce que ce travail de sensibilisation, vous l'avez fait à l'endroit des parents? Mais dès la survenue de la pandémie, la fêtière que j'ai l'honneur de présider a respecter le plan de riposte nationale qui a été donc mis en place par nos plus hautes autorités. Nous sommes à la rentrée maintenant. Je suis d'accord. Mais au niveau donc de notre fêtière, où nous avions tenu donc un congrès les 2, 3 et 4 juillet, un congrès qui a regroupé toutes les régions, les 13 régions donc du Burkina. Tous nos points focaux sont venus et au cours donc de ce congrès, nous avions travaillé à sensibiliser tous ces points focaux-là afin que lorsque ils vont repartir au niveau donc des régions, qu'ils fassent un travail de sensibilisation efficace, de large diffusion au niveau donc des coordinations provinciales. Et comme
il y a d'autres démembrements au niveau donc des coordinations communales, ce travail a été fait et il a été remarquablement fait. Nous, au niveau donc de la fêtière, c'est ce que nous avions fait. Et pour être tout à fait complet, puisque nous sommes à la rentrée, le mardi prochain, le 13 octobre, nous allons entreprendre une tournée, d'abord au niveau donc de la région du centre, une tournée d'information et de sensibilisation. Et nous faisons cette tournée-là au niveau donc des établissements de la région du centre, et le ministre est bien informé et par rapport donc à cette tournée que nous allons donc entreprendre, puisque on a obtenu l'autorisation du MENA-PLN et le DREPS est également informé, et les chefs d'établissement sont en train d'aménager afin pour nous accueillir pour ce travail d'information et de sensibilisation, afin que le relâchement effectivement que nous avons constaté, que les gens comprennent effectivement qu'il y a un rebond de la pandémie. Lorsque vous regardez aujourd'hui les chiffres qui sont publiés par le Chorus, mais il y a un rebond, et il y a lieu donc de faire en sorte que un travail de sensibilisation soit fait pour éviter donc des situations dramatiques que l'on serait amené donc à gérer un peu plus tard. C'est vrai que certaines prédictions apocalyptiques ont prédit donc le pire pour l'Afrique et même pour le Burkina Faso, mais Dieu merci, nous n'en sommes pas arrivés à cela. Mais il n'y a pas lieu de relâcher, il y a plutôt lieu donc de sensibiliser. Tout part de la famille et des familles, et effectivement c'est au niveau des familles qu'un travail donc de sensibilisation devrait être fait pour que les enfants comprennent que la maladie est là, et ils pourraient effectivement contribuer, si on y prend garde, à créer des situations. Je reste avec vous. Vous avez fait de la sensibilisation, constat, mais est-ce que au niveau de votre fêtière, vous avez pu également contribuer en termes matériels par rapport à la prise en charge pour le respect des gestes barrières, et puis aider les élèves et les écoles? Au niveau de notre fêtière, le ministre est là. Nous n'avons malheureusement pas, et c'est l'occasion, je ne voudrais pas dire les choses comme ça, mais vous parlez de matériel. Nous n'avons pas les moyens, très honnêtement. Nous avons une convention qui a été signée depuis de nombreuses années. Et parmi les parents d'élèves, il y a des soudeurs, il y en a qui font de la couture. Est-ce qu'ils ne peuvent pas contribuer aussi? Oui, il y a des établissements où nous avons effectivement des associations de parents d'élèves, les associations de base. À ce niveau, certains parents effectivement ont fait des dotations en cache-nez, en gel hydroalcoolique, en savon, etc. Mais vous avez posé la question à savoir la fêtière. Mais la fêtière aujourd'hui n'a pas les moyens vraiment requis pour acheter ce matériel-là et mettre à la disposition donc des APE de base. Nous sommes en train de travailler avec le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales ici présent, et avec son collègue des finances pour que notre convention effectivement puisse voir le jour, afin que nous ayons les moyens requis pour travailler de façon efficace et efficiente et même résiliente. D'accord, je vais revenir, désolé de le dire, mais c'est aussi le constat de toutes les organisations au Burkina Faso. On touche la bonne volonté, mais chacun cherche les moyens. Le ministère ne donne pas, le ministère ne donne pas. Espérons que vous aurez les moyens pour être à la hauteur de vos attentes. On espère. Alors, je rappelle que vous pouvez déjà noter le numéro 25 36 04 04. Également sur le site du Présimètre, vous pouvez poser vos questions. Nous allons les lire tout de suite. Il y a des messages que nous allons reprendre pour nos invités. Donc, vous pouvez également intervenir en appelant au 25 36 04 04 ou sur le site du Présimètre. Alors, Monsieur Valéa, vous avez également écouté la contribution des parents d'élèves, c'est la sensibilisation, alors qu'on a l'impression que de faire des sensibilisations, c'est les parents d'abord qui doivent être sensibilisés, pas forcément même déjà les élèves. Mais il y a aussi un autre constat, les élèves portent les cache-nez en classe, mais dans la cour, les élèves ne portent plus. Comment faire en sorte que les cache-nez restent
sur le nez de l'élève du début de la classe jusqu'à chez lui à la maison, ça aussi c'est une autre paire de manches. Avant de répondre à cette question, cette dernière question spécifique, permettez-moi de rebondir sur un certain nombre de choses avancées par monsieur Hector Ouedraogo. Alors, il a fait état de sensibilisation, d'actions menées par l'UNAPESB. Monsieur le ministre aussi a fait cas des cours qui ont été dispensés dès les reprises, pour faire référence à la reprise de juin, du 1er juin, et à la rentrée, donc 2020-2021. Il faut dire que toutes ces actions, c'est pour espérer des résultats. Mais ces résultats, on ne peut pas les voir immédiatement. Et tant qu'on n'a pas pris l'habitude ou on n'a pas intégré, j'allais dire, un certain nombre de mécanismes et un certain nombre d'actions qui peuvent produire les résultats, on ne peut pas les espérer tout de suite. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate que les enfants ne portent pas les masques, n'arrivent pas à mettre les masques toujours. Et il y a un travail qui aurait dû être fait. Si on avait su plus longtemps et qu'on avait mené des actions depuis longtemps, on aurait intégré progressivement, j'allais dire, le port du masque. Mais nous sommes, il faut l'avouer, on est tous perdus, on est tous, j'allais dire... Maintenant, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Non, la solution, c'est de continuer la sensibilisation et de renforcer, en fait, cette sensibilisation. Et il faut dire aussi que le port du masque, c'est selon les établissements. Les établissements qui avaient intégré, j'allais dire, la discipline, la rigueur de la discipline, on note que c'est le port du masque effectif. Alors, on peut citer les établissements à Ouagadougou, on en connaît. C'est les lieux où on n'a pas intégré cette discipline-là que le port du masque n'est pas d'actualité. Et cela ramène aussi à cette situation des familles. Si au niveau des familles, on prend cette maladie au sérieux et on insiste sur le port du masque en donnant aussi l'exemple, les enfants seront appelés eux aussi à porter le masque parce que il y a eu un phénomène de reproduction sociale. Alors on fait ce que on voit les parents faire. Alors si les parents ne le font pas et si on voit la ville en fait ne pas porter des masques, les enfants aussi vont pas porter les masques. Si on veut que les enfants portent les masques à l'école, il faut que dans les autres lieux, les tiers lieux éducatifs, en famille et dans les associations, même dans les rues, on porte les masques. D'accord. Donc l'heure tient avec vous que déjà en termes de perspective, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. La rigueur et puis continuer la sensibilisation. Effectivement, à Ouagadougou, il y a des écoles où si vous n'avez pas le masque, vous ne rentrez pas. Donc, et pour ces établissements, il n'y aura pas de difficulté à appliquer cette mesure qui prévoit que le 20, on n'aura pas porté. Il faut porter obligatoirement le masque. Parce que ces établissements ne seront pas du tout concernés par cette mesure parce que elle est déjà de mise dans ces établissements. Alors, Madame Guira, en termes de perspective, parce que c'est ça aussi, le constat il est là, les parents ne portent pas, vous arrivez au niveau des lieux de culte, c'est devant les lieux de culte que certains portent, c'est pas tout le monde d'ailleurs, et dès que l'office est fini, c'est rangé. Donc les enfants suivent, il y a des enfants qui suivent les parents, au marché c'est pareil. Alors, en termes de sensibilisation, en termes de contribution pour les perspectives, qu'est-ce qu'il faut faire? En termes de perspective, mes prédécesseurs l'ont déjà dit, c'est vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Le ministre disait tantôt que près de 95% ne croient pas en l'existence. Et nous, on a fait les tournées dans nos actions, on a fait des tournées et c'est réel. La population ne sait pas encore que la maladie là existe et c'est vraiment très grave. Et vous pensez qu'à ce stade, la sensibilisation peut toujours marcher? Oui, la sensibilisation peut marcher parce que là où nous sommes partis au fin fond des villages, là où il y a des foyers coraniques, pour sensibiliser les gens, là où il y a les femmes aussi, parce que les femmes jouent un rôle très très important aussi dans la cellule familiale. On a sensibilisé les gens et le constat est là, les gens font des efforts, même dans les foyers coraniques. On ne peut pas croire à ça, mais ça existe.
existe. On a fait le suivi, on a vu. Donc c'est une question de vraiment, c'est une question d'organisation, c'est une question de sensibilisation. Et pour revenir aux parents d'élèves, à la fêtière des parents d'élèves, je suis content d'entendre dire qu'il y aura une tournée. Mais vraiment, il faut que le suivi de ces actions-là, il faut vraiment un suivi de ces actions-là pour qu'on soit sûr que, en tout cas, jusque dans les établissements où il y a les associations de parents d'élèves, le travail est fait, le travail de sensibilisation est fait dans les établissements, parce que c'est vraiment pas évident, quoi. D'accord, c'est vraiment pas évident comme vous le dites. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent sur Free TV et sur Burkina Info que l'émission c'est Chrono Citoyen, voulu par Diaconia et ses partenaires. C'est la rentrée, nous parlons de Covid-19 dans ce contexte de reprise des classes au niveau du Burkina Faso. Le ministre, il est là, monsieur. Alors, vous avez entendu, nous sommes dans des perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réprimer? Faut-il continuer la sensibilisation? Vous avez dit qu'à partir du 20, ça va être obligatoire. Dans certains établissements, ça l'est déjà. Oui. C'est déjà obligatoire dès la reprise. Alors, en termes de perspective, qu'est-ce que le gouvernement prévoit en dehors sûrement d'annoncer qu'à partir du 20... Non, c'est-à-dire que ce que j'ai dit, c'est au niveau du système éducatif. Nous, on a un rôle important. C'est l'éducation. C'est pas que l'enseignement, ça fait partie de l'éducation. Tout à fait. Donc, c'est l'éducation à l'hygiène, à la santé, à la citoyenneté, à la solidarité, etc. Et donc, nous, c'est l'éducation à l'hygiène. Au-delà de la Covid-19, les gestes barrières permettent d'éviter un certain nombre de maladies. Et donc, c'est extrêmement important pour nous d'y aller, même si personnellement, je n'entrevois pas de bonnes perspectives. Ça, je préfère le dire. En termes de respect des mesures barrières au niveau de la population et au niveau des établissements. Et je pèse mes mots. Et je le dis. Je pense qu'il faut... Vous êtes fataliste? Je ne suis pas fataliste, je suis réaliste. Je vais vous dire quelque chose. Et je pense qu'il y a un aspect qu'il est important de prendre en charge aujourd'hui. C'est comment prendre en charge psychologiquement ceux qui respectent ces mesures barrières. Parce que vous arrivez aujourd'hui dans un village, vous êtes le seul à porter le masque. Le regard qu'on a sur vous, par moment vous êtes traumatisé. Je vais terminer, j'arrive. Il y a eu des cas qui se sont passés. Moi je touche du bois, je ne souhaite pas que cela arrive ici. En Guinée, on a vu au temps fort d'Ebola, il y a une délégation conduite par le préfet, médecins de district, la police et autres, qui est allée dans un village à la rencontre des populations pour sensibiliser la population sur la question de Ebola. Mais cette délégation a été lynchée, il y a eu des morts. Parce que la population, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est vous qui amenez l'Ebola chez nous, on ne connaît pas Ebola, etc. Donc quand vous êtes dans une situation où vous avez des personnes de la société qui vous disent ils souhaitent voir un malade de Covid-19, ils n'en ont jamais vu, parce que c'est la maladie des ministres, ou des DG, ou des riches, ça pose un problème réel, un problème sérieux de l'utilisation. Et on est obligé, nous, par moment, d'enlever le masque parce qu'on est gêné. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. À la télé, on voit les ministres, les DG qui ne portent plus les cache-nez. Par moment, oui, mais vous êtes seul à porter, on vous regarde d'une certaine... Et quand vous arrivez devant certaines autorités, coutumières ou religieuses, qui vous tendent la main, devant leur population... Elle-même, autorité sans cache-nez. Sans cache-nez, mais elle vous tend la main. Vous faites quoi? Vous négligez, vous humiliez. Donc, c'est dire que il faut qu'on prenne en compte cela, sinon les gens, tout le monde va abandonner. Parce que c'est très gênant quand vous arrivez devant une population où vous avez 600, 700 personnes. Personne ne porte le cache-nez. Vous portez votre cache-nez, mais quand vous regardez les personnes, vous regardez, vous êtes par moments gêné. Il y a des endroits, on m'avait raconté qu'à Gawa, moi j'avais fait conduire une mission à Gawa, une mission du ministère par une équipe pour donc une activité particulière. Ils sont revenus, ils m'ont dit bon, à Gawa, dès que tu portes le cache-nez, c'était à une période donnée, je pense que ça devait être autour du mois d'août, dès que tu portes le cache-nez, on te fuit. Parce qu'on considère que tu es suspect et tu es malade. Donc il y a cet aspect qu'on n'aborde pas, mais c'est un aspect important. C'est pour cela que moi je dis, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas fataliste, je suis réaliste. Je n'entrevois pas de bonnes perspectives. Mais nous, en tant que ministère en charge de l'éducation, nous avons près de 5 millions d'élèves. Nous pensons qu'en sensibilisant, en obligeant ces enfants à un moment donné à porter le masque, ça pourrait avoir un impact sur les familles parce qu'ils pourront effectivement reproduire ces gestes barrières à la maison et ça va peut-être contribuer. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux perspectives. Alors nous avons la chance d'avoir M. Valéa, vous êtes sociologue. Alors le ministre dit qu'il faut également penser à encourager ou à prendre en charge ceux qui portent le cache-nez parce que dans certaines contrées il faut suffisamment de courage pour pouvoir porter ce cache-nez là.
Je crois que c'est toute la nécessité de convoquer les sciences humaines et sociales dans la gestion de cette maladie qui est, en fait, j'allais dire, inédite et qui donne d'aller dans plusieurs sens en matière de réflexion. Et c'est vraiment important de faire recours à ces sciences humaines-là. Et je voudrais juste préciser un certain nombre de choses aussi. On a connu la Covid depuis le 9 mars. C'était en période de chaleur. Après, on est rentré dans la période hivernale. Alors, on rentre dans une autre période qui est la période de l'harmattan où il fait plus ou moins froid ici, une certaine fraîcheur. C'est le moment des rhumes. Alors, comment distinguer le rhume de la Covid, le rhume simple, comme on dit maintenant. Et quel sera le rhume de corona. Et quel sera l'effet de l'évolution de cette maladie dans ce contexte-là. Alors, donc il y a vraiment à réfléchir. Mais que la société burkinabé d'ailleurs est habituée à ce genre de pathologie, il y a beaucoup de rhume, les gens sont immunisés. C'est ce qu'est la société burkinabé aussi. Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, ces pathologies-là, c'est parce qu'on n'observe pas un certain nombre de mesures et on n'a pas un certain nombre de comportements requis qui fait que ces maladies-là se propagent. Quand on est en circulation et on voit quelqu'un cracher, quelqu'un se moucher, quelqu'un utiliser un lotus, le jeter, alors il ne faut pas s'étonner que cette maladie ces maladies, j'allais dire, respiratoires là, est court pendant cette période-là. On pouvait bien les éviter. Et d'ailleurs, la Covid n'aurait peut-être pas eu un effet chez nous si on avait intégré un certain nombre de mesures déjà. Le lavement des mains et la protection. Et même dans le temps, quand on voyait les Asiatiques, les Coréens, les Chinois, quand ils étaient simplement enrhumés, ils mettaient le masque. Alors avant même la Covid, c'était déjà dans leur culture. Alors nous, c'est des choses qui sont nouvelles, peut-être qu'il faut intégrer, et on dit aujourd'hui vivre avec le Covid, c'est adopter le masque effectivement, c'est adopter un certain nombre de mesures, et c'est avoir, j'allais dire, à reconsidérer un peu nos représentations, et parce que c'est les représentations qui font tout. Si on ne croit pas en cette maladie, on ne croit pas au Covid, on va se comporter comme s'il n'y a pas de Covid. D'accord. À partir de maintenant, vous pouvez appeler au 25 36 04 04, également sur la plateforme de Présimet, vous pouvez également contribuer. Donc le téléphone est ouvert sur le thème du jour. Donc je suis avec nos invités, nous poursuivons cette émission. Nous parlons maintenant perspective, comment faire en sorte que cela le soit. Pour certains, il faut que ce soit par exemple les parents déjà, de la rigueur, de la sensibilisation, mais le ministre dit qu'il est réaliste. Madame Guira, est-ce que vous croyez que les gens vont accepter de porter le cache-nez? Parce que comme l'a dit le ministre, il y a une réalité aussi qui est là dans certaines contrées, c'est vraiment pas évident. Oui, ça c'est vrai, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est une question de... C'est vrai que ça sera difficile. Si les gens veulent voir avant de croire, il y en a même qui disent, j'ai été dans des provinces où certains disent qu'ici nous on a été clairs. Le jour qu'on entendra qu'il y a un patient, nous allons demander à examiner nous-mêmes. Ah oui. Ça, nous l'avons entendu. En tout cas, c'est compliqué, mais je pense que petit à petit, on va arriver en tout cas à instaurer certaines pratiques que nous n'avons pas. Moi, je vais même plus loin, les masques là. Il y a la question de l'hygiène des masques. Dans les classes, tu rentres, moi je suis professeur de sciences physiques aussi, tu rentres, tu vois les enfants qui n'ont pas lavé le masque même c'est problème. Parce que le masque même peut les rendre malades. Donc il y a une question d'hygiène déjà qui est... La Covid est venue se poser, vous m'excusez, sur un problème qui est le problème d'hygiène. On n'est pas propre. Hygiène, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les moyens pour être propre. Donc l'hygiène, il faut qu'on puisse travailler sur l'hygiène aussi. Il y a le Covid qui est là,
Mais il y a l'hygiène aussi sur lesquelles il faut travailler quand même on porte le masque. Sinon on aura d'autres problèmes, on aura d'autres maladies. Alors vous ouvrez une brèche, vous êtes professeur, vous enseignez. Alors dans une salle de classe avec près de 100 élèves, une classe qui n'a pratiquement pas de brasseurs qui tournent, autrement dit il fait chaud et porter un cache-nez dans ces conditions, est-ce que c'est possible aussi? Bon, en tout cas, c'est pas évident déjà que, mais comme on l'a dit, on peut pas. Vous voulez parler des classes pléthoriques? Les classes pléthoriques sont venues, enfin, sont devenues encore plus graves parce que avec la question d'insécurité, les élèves qui s'échouent, c'est compliqué. Mais bon, nous allons prendre Monsieur Aruna de Allo qui est au niveau de là-bas. Oui, bonsoir Monsieur. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ok, je voudrais dire bonsoir d'abord à toute l'équipe. Merci, allez-y. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Et si vous permettez d'introduire quelques questions. Oui, allez-y. C'est pour ce qui concerne un peu les mesures barrières. Oui. À savoir le port des masques. Oui. Il semblerait qu'il y a un délai et ça sera obligatoire. Le 20, c'est le 20. Le 20. Oui. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est pour ce qui concerne la ville de Ouagadougou seulement, mais les grands centres, mais c'est pour tout le pays. D'accord. Vous voulez savoir si c'est... Oui. Ça, c'est la première préoccupation. Moi, je pose la question parce que tout simplement, jusqu'à présent, chez nous, ici, on n'a rien reçu. D'accord, ok. Mais le ministre va vous répondre tout à l'heure. Donc, deuxième question. La deuxième question, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de conditions préalables à remplir avant de parler un peu de ce port obligatoire ou du respect de ces mesures-là? Vous avez une idée de ces conditions? Je m'explique. Parce qu'il y a de ces classes où l'effectif est très pléthorique. Les enfants même transpirent ou même souffrent même quand ils sont installés. On leur dit de respecter une distance minimum qui est de 1 mètre. Pourtant, les classes qu'on a ne permettent pas ça. D'accord. Est-ce qu'il ne faudra pas d'abord résoudre ces problèmes-là? Parce que dans ces conditions, si vous allez en milieu rural, les enfants transpirent beaucoup avec le masque. Ces conditions, ils ne peuvent pas. D'accord. Donc j'aimerais un peu attendre monsieur le ministre sur cette question. Ok, merci monsieur Yoda. Je rappelle que vous nous appelez de... Monsieur Kaboré. Monsieur Kaboré, pardon. Aruna Kaboré du Yoba. Alors, merci. Donc vous restez en direct pour suivre la réponse. Je rappelle le numéro, c'est d'ailleurs affiché au niveau de l'écran. 25 36 04 04. Vous pouvez nous appeler. Il y a l'indicatif également 226 00 226. Alors, monsieur le ministre, nous allons vous permettre de répondre à monsieur Yoda. Bon, monsieur, oui, je voudrais remercier M. Aruna Kaboré qui s'intéresse justement à cette émission, qui, au dire à l'écouter, en fait, est un collègue. Et je suis un peu surpris de certaines questions posées, surtout la question de la distanciation physique. Nous avons partagé les instructions officielles de rentrée. Les instructions sont sur le site du ministère, sont à tous les niveaux, distribuées. Et quand vous regardez les instructions officielles de rentrée, et je l'ai répété dans cette émission, nous avons retenu 2 gestes barrières. Troisième, qui est la distanciation physique, on a dit non, on ne peut pas. Ça, c'est le plus possible. Non. Et on va sans ça. Donc on lave les mains, on porte cache-nez. C'est ce que nous avons décidé. Donc je voudrais le lui rappeler et l'encourager effectivement à aller à l'information. Deuxième chose, c'est la question donc du 20 octobre. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que effectivement, en lisant les instructions officielles de rentrée, le port du cache-nez est obligatoire depuis. Normalement, on ne devrait pas permettre à un enfant de rentrer ou à un élève de rentrer en classe sans cache-nez. Mais on a décidé d'aller à la sensibilisation et attendre. Ce que je voulais dire troisièmement, en fait, les cache-nez que nous sommes en train de distribuer, c'est le reste que nous partageons. On pourra donner 1, peut-être 2. Mais tel que ça a été dit, en principe, on ne devrait pas attendre cela. La Covid-19 a été déclarée. Ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu. Ils vont recevoir, nous travaillons à cela. C'est pour ça que ce délai a été donné aussi. Nous sommes en train de discuter. Il y en a qui ont déjà reçu, d'autres vont recevoir. Vous savez, nous avons près de 5 millions d'enfants. Nous avons autour de 113 000 agents. Ce n'est pas évident d'avoir de la logistique pour gérer tout ça au même moment. Nous avons commencé à le faire dès le mois de septembre. Il faut que les gens acceptent que ça va être progressif au regard des réalités. Mais ce que je voudrais dire, cache-nez du ministère en charge de l'éducation, reçu ou pas, les élèves doivent porter le cache-nez. Parce que nous ne sommes pas engagés cette fois-ci pour la rentrée scolaire 2020-2021 à donner des masques
c'était pour la rentrée 2019-2020. Et si effectivement tous les élèves avaient repris le 1er juin, on ne serait pas encore en train de redistribuer. C'est des cache-nez qu'on a confectionnés et on le donne. J'arrive. D'accord. Et donc, ce que je tiens à dire, et je le précise, c'est très important, parce que si on ne le dit pas, il y en a qui vont dire, tant qu'ils n'ont pas les cache-nez du ministère, ils ne portent pas personne. Non. J'ai dit non. Il n'y a aucun engagement du gouvernement pour la rentrée scolaire 2020-2021 à doter. Mais nous avons plus de 9 millions de masques. Vous avez des élèves qui sont là. On devrait pouvoir donner à 1 ou peut-être à 2. Et ce que nous sommes en train de faire, mais nous avons dit les gens doivent porter. Il y en a qui ont commencé le 1er septembre. Il y en a qui ont commencé le 14 septembre. Ils portent les cache-nez. Donc la notion de masque pas disponible pour le moment, non. Et la mesure là, c'est l'ensemble du pays. Mais c'est la difficulté que je vous dis. Comme il l'a dit là, il donne la réalité de chez lui. Non, mais il a aussi évoqué la question des effectifs pléthoriques où les enfants souffrent beaucoup et souffrent dans le cache-nez. C'est ce qu'il semble. Je ne sais pas s'ils souffrent dans le cache-nez, mais je sais que si ce sont les cache-nez, on va dire, jetables, effectivement, la matière qui est faite, avec laquelle donc ce cache-nez est fait, effectivement, on peut transpirer. Mais la cotonnade telle qu'elle a été faite, on est très à l'aise là-dessus. Maintenant, l'autre difficulté liée à la cotonnade, c'est le parler. Et c'est pour ça que nous avons dit aux enseignants que lorsque les enfants ou les élèves ont porté le cache-nez, vous pouvez enlever votre cache-nez pour parler, pour qu'on vous entende. Parce que si le IOA est déformé à cause du cache-nez, vous voyez que c'est une autre catastrophe. Et donc vous pouvez l'enlever. Mais quand vous voulez vous rapprocher des enfants, il faut le porter pour vous protéger ou protéger les enfants, comme ça a été fait, comme ça se fait dans les pays asiatiques et tout. Mais toute la difficulté est là, comme j'ai dit, effectivement, c'est la famille, la population. Ce n'est pas du tout évident. Mais les gens ne croient pas du tout. D'accord. Alors, donc, à partir du 20, c'est le port obligatoire qui va rentrer. Il est en vigueur déjà. Il est en vigueur. On tolère toujours et on sensibilise à partir du 20. Il faut pas. Les élèves qui vont être repoussés, ils vont chercher leur masque et ils reviennent intégrer à tout moment la salle de classe. C'est ce qu'on veut faire. Et si on arrive à le faire, vous allez voir que le taux de port du masque va beaucoup s'améliorer et au-delà, ça va aider. Comme l'a dit donc Madame Guira, elle a tout à fait raison. C'est la question même de l'hygiène. Et tel que nous expliquons dans le premier cours de sensibilisation, on dit ce masque-là est lavable. Dès que vous rentrez à la maison, il faut le laver, vous le séchez en 1 ou 2 heures, vous le reportez. Il y en a qui ne le lavent pas parce que c'est qu'elle dit, à partir du moment où on a un problème même d'hygiène corporelle, c'est pas évident qu'on puisse le faire. Et donc ça, c'est une autre difficulté aussi qu'il faut entrevoir. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez faire comme Aruna en appelant au 25 36 04 04 pour contribuer au cours de cette émission. C'est aussi le moment. Oui. Alors, Tiantoré Joseph est en ligne. Vous appelez de Boromo, c'est bien ça? Oui, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct. Ok. Oui, nous vous écoutons, M. Tiantoré. Exactement. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais m'adresser tout d'abord bonsoir à tous les invités et autres. Ok, merci. Ok, donc je remercie l'intervention du ministre et tous les participants. Et par là, j'aimerais franchement on aille concrètement dans les choses. Parce qu'à écouter les ministres, j'ai comme l'impression que on essaye de mettre en application les mesures barrières et les éléments qui permettront certainement à ce qu'on puisse avoir une bonne rentrée scolaire. Mais j'ai comme l'impression que on ne se rend pas compte de la réalité effective quant à l'application de ces mesures barrières. Voilà, porter des masques pour des enfants qui sont coincés dans des salles de classe. On a parlé de la période de l'harmattan qui va bientôt commencer. On a parlé de de l'hygiène même qui fait défaut déjà. Et on parle également de la restriction quant au fait que si un enfant n'a pas le masque, on va tout simplement lui demander de partir. J'ai comme l'impression qu'on essaie d'appliquer, ou disons d'aller au forcing dans l'application des mesures barrières, alors que la réalité est tout autre. La réalité est comment? En fait, je prends l'exemple de notre cas à Boromo ici. Il n'y a qu'à voir le nombre des enfants dans les salles de classe.
ce n'est pas évident que 4 enfants au niveau de la table puissent être, j'aurais dit, à l'aise pour pouvoir parler, écouter et même suivre le cours comme il se faut. Ça, c'est la réalité. D'accord. Et avec cela, on veut imposer, disons, aller à une certaine rigueur. Bon, déjà, si les gens même ne croient pas à la chose, et avec ça, on veut imposer une certaine rigueur. Bon, et avec tout ce qu'on a comme information. Alors, vous, monsieur Tientouré, vous voulez que, comme les gens ne croient pas, il faut laisser aller? Oui. Ok, allons-y. Allô? Oui, allô? Voilà, donc, vous avez fini? Pour que je puisse passer. Oui, c'est bon. D'accord, merci bien. Alors, monsieur le ministre, il dit qu'il faut être concret. 4 enfants coincés sur un table-banc, c'est déjà difficile. Et on veut imposer des choses. Notre réaction, parce que ce n'est pas une question en tant que telle. Oui, vous savez, comme on a dit, on a été clair et réaliste. La distanciation physique n'est plus une mesure barrière obligatoire dans le cadre donc de cette rentrée. Et quand j'écoute M. Tientouré, je le comprends. Et je le vois venir. Il souhaiterait que le gouvernement ou éventuellement le ministre en charge de l'éducation prenne la responsabilité de dire on ne respecte plus rien. Mais ça, il n'aura pas ça. Il n'aura pas ça parce que il faut, le virus circule toujours et il faut travailler effectivement à observer les mesures barrières. Mais est-ce que votre mesure pourrait être efficace quand déjà ceux qui sont dans le domaine ne sont pas réticents? Parce que celui qui est chargé de vérifier la régularité du port est réticent. Lui, mais il ne veut même pas porter. Je vous donne une anecdote. Quand je faisais mes tournées de visite de chantier, je suis arrivé quelque part où le directeur de l'école n'avait pas porté de cache-nez. Et mon protocole lui a dit, sans cache-nez, vous ne vous approchez pas du ministre. Il a retiré le cache-nez d'un collègue, il l'a porté. Devant vous? Devant moi. Ça m'a fait tellement rire. C'est pour vous dire que, en fait, même les collègues là ne croient pas. Dans la majorité. Ils ne croient pas, ils ne portent pas. Et on est dans une difficulté terrible. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en termes de perspective, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Les perspectives ne sont pas bonnes. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais je vous dis quelque chose. À l'impossible, nul n'est tenu. Autrement dit, nous de faire notre travail. Si on ne peut pas, mais on va continuer, on va observer. Comme ce que mais quand il a parlé de Boromo, quand vous partez de Ouagadougou à Boromo, quand vous faites une pause à Boromo, toutes les vendeuses, l'animation que vous avez vu quelqu'un porter des masques? Mais ce sont des enfants qui sont soit des élèves, soit dans des familles. Donc, c'est une réalité. Mais je ne dirais pas que demain, là, je ne vais pas dire ne portez plus le masque, n'observez plus les mesures barrières. Moi, je ne dirais pas ça. Nous sommes suffisamment responsables. Nous allons continuer de demander à ce que ce soit fait. Mais nous n'allons pas... Mais imaginez que 4 millions refusent de porter, on fait quoi? Tout en comptant sur Dieu. Non, moi je ne dirais pas ça. Non, il faut aller au-delà. La parente d'élève. Non, Dieu, oui, Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que le taux de létalité est presque nul au Burkina. C'est-à-dire que les gens ne meurent pratiquement plus de la maladie. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est facile d'amener les populations à vivre avec la maladie. Et de ce point de vue-là, moi je rends grâce à Dieu. Maintenant, Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse nécessaire pour observer un certain nombre de mesures, qu'on le fasse. D'accord. Alors, il y a aussi, comme je l'ai dit, sur la plateforme de Présimètre, vous pouvez contribuer. Nous allons prendre quelques messages. Alors, voilà déjà pourquoi les élèves du CM2 n'ont pas droit au cache-nez. Ne sont-ils pas concernés par la Covid-19? C'est Bado Hyacinthe dans le centre-ouest. Non, je suis surpris par cette question et on va vérifier. En fait, l'instruction est claire. Hein. Tout le monde a droit à un cache-nez. Maintenant, il peut arriver que des élèves aient obtenu les cache-nez l'année dernière. Et donc, c'est tout à fait normal que ces élèves ne soient pas pour le moment privilégiés si les cache-nez ne suffisent pas. Mais je dis et je maintiens, tous les élèves et tous les enseignants ont droit au cache-nez que nous mettons à disposition. D'accord. C'est une distribution qui se fait et donc c'est de rassurer que si quelqu'un l'a dit, cette personne s'est encore trompée, n'a pas lu, n'a pas écouté les consignes de rentrée. Et ça, c'est pas simple aussi. Vous voyez, ça, c'est un autre défi. D'accord, on l'aura compris. Il y a d'autres messages, mais en ce qui concerne la Covid-19, c'est le seul message pour le moment. Nous allons continuer dans cette émission parce qu'on va reprendre d'autres questions tout de suite à l'endroit de monsieur le ministre, parce que ce qui aussi était prévu, c'est la question de la promotion des langues nationales dans nos écoles. Alors, vous avez déjà une bonne expérience dans ce domaine-là. Nous allons quitter Covid-19 et puis parler maintenant promotion des langues nationales.
nationale. On va revenir tout de suite avec les appels et puis avec les messages. Madame Guira, le constat par rapport à la promotion des langues nationales au niveau des écoles. Quel constat faites-vous? Bon, je vais peut-être le constat général, je ne peux pas tout de suite. Puisqu'il est interdit de parler en langue nationale à l'école. Bon, et dans la cour de l'établissement, ça, bon, je ne sais pas si ça c'est en vigueur. Hein. Il n'y a plus le collier? Il n'y a pas le collier. Moi-même, dans mes classes, par exemple, pour enseigner des notions en physique, parfois j'utilise la langue nationale pour que l'enfant comprenne mieux. Parce que quand ils ne comprennent pas un concept donné, en tout cas, si je comprends la langue de l'élève, je peux essayer de... J'introduis la langue dans mes enseignements. Là, vous introduisez? Oui, oui. Je vois que ça porte fruit. Parce que souvent, c'est un blocage. On a des obstacles à la compréhension parce que l'enfant ne comprend pas bien ce qui est dit en français. Et donc, il faut revenir peut-être dans les langues pour que les enfants comprennent mieux. Une fois dans ma classe de seconde, j'ai expliqué ce que c'est que la trajectoire en utilisant la langue. Trajectoire. Vous avez dit ça en langue nationale. Et les enfants ont compris. C'est ça qu'une trajectoire. Les gens n'arrivaient pas à donner la définition réelle. Et j'ai dit, bon, donner en langue nationale. Et quand ils ont donné ça en langue nationale, ça cadrait bien avec les enfants de... Et pour revenir à notre action par rapport aux langues nationales, je suis contente que depuis quelques années, le ministère en charge de l'éducation a ajouté cette promotion des langues nationales parce que c'est vraiment important dans la construction des connaissances. Monsieur Vallée, est-ce que vous avez véritablement constaté que les lignes ont commencé à bouger par rapport à la promotion des langues nationales? Il faut dire que cette question ramène à la grande question de la situation de l'éducation qui doit prendre en compte les réalités, j'allais dire vécues. Il y a toute la mission de la promotion des langues nationales. Voilà. Est-ce que vous constatez que ça bouge vraiment? On a constaté qu'il y a des constructions de centres. Il y a des centres qui ont été construits à l'occasion de la célébration le 8 septembre de la journée nationale, de la journée internationale de l'alphabétisation. On a pu relever à travers les discours qui ont été entendus que le nombre de centres a augmenté. Alors donc ça traduit, j'allais dire, un changement des paradigmes et puis un changement aussi de la vision de ce système de l'éducation. Et permettez-moi de dire que la question des langues nationales jusqu'à aujourd'hui est toujours marginale par rapport au système éducatif de façon générale. Alors quand on est aujourd'hui associé les langues nationales à l'éducation nationale et à l'alphabétisation, ça traduit une certaine intention. Alors même si aujourd'hui on ne voit pas un certain effet, il faut espérer, il faut attendre que dans ces prochaines années, on puisse compter véritablement avec ces langues nationales qui sont les véhicules, j'allais dire, d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes sur lesquels on peut véritablement amorcer notre développement. Madame Guira l'a dit, pour pouvoir faire comprendre un certain nombre d'éléments de son cours de physique, elle a dû emprunter les langues nationales. Et on a vu l'effet de ces langues nationales dans certains établissements. On a le cas de certains établissements qui ont permis à certains enfants de passer le CEP après 5 années au lieu de 6 années. Alors pour dire que ces langues nationales-là sont très importantes, sont à considérer dans l'éducation, dans le système éducatif. Et la question des langues nationales, ça va au-delà du système éducatif. Il faut l'étendre peut-être à d'autres questions, d'où la question de
de l'alphabétisation et puis les différentes formules de l'alphabétisation à promouvoir. D'accord. Alors, M. Ouedraogo, vous êtes parent d'élèves. D'ailleurs, dans les familles, quand l'enfant souvent parle en langue nationale, il est rabroué. On lui dit de parler français parce qu'on l'a mis à l'école pour parler français. En famille, on ne veut même pas que l'enfant parle sa langue. Alors, en classe également, quand on entend parler de promotion de langue nationale dans nos écoles, est-ce que c'est cohérent? Oui, M. Bouma, pour votre parfaite information, il faut rappeler que la loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation de ces langues nationales-là a été promulguée le 5 juin 2019 par le président du FASO. Et le constat que nous faisons, c'est qu'à ce jour, le MENA-PLN peine effectivement, c'est le constat que moi je fais, à mettre cela en application. Est-ce que vous les parents, vous ne voulez même pas? Non, pas que nous ne voulions pas. Chez moi à la maison, avec mes enfants, j'ai toujours exigé que mes enfants parlent le moré. Oui. Donc c'est votre langue maternelle. C'est ma langue maternelle et j'ai toujours souhaité que, et c'est même une obligation. Le français, on le parle parce que c'est la langue officielle, mais en famille, le moré est obligatoire. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que la langue ou les langues nationales sont un outil indispensable pour faire passer un message. Et au niveau donc de nos familles, on devrait la promouvoir et également au niveau de nos établissements. Malheureusement, à l'heure actuelle, je crois que quand je me suis renseigné auprès donc des autorités du MENA-PLN, après que j'ai personnellement fait un constat, je crois que c'est avec la survenue donc de la pandémie à Covid-19 que l'activité en réalité a été plutôt plombée. Mais sinon, c'est une excellente chose, la promotion que les autorités aient greffé la promotion des langues nationales au ministère de l'Éducation, qui était précédemment ministère de l'Éducation nationale. D'accord. En attendant de revenir pour les messages, Monsieur le ministre, le président Ouedraogo dit que vous peinez à appliquer, il y a des goulots d'étranglement. Alors, comment est-ce que ça se passe d'ailleurs, cette promotion-là à l'école? Non, il faut dire que il y a une confusion qui se fait en alphabétisation et promotion des langues nationales, qu'il faut préciser. Mais je veux d'abord dire que le monsieur Ouedraogo a exprimé son sentiment, et c'est un sentiment légitime de voir accélérer les choses. Mais il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter. Alors lorsque, dans le cadre donc du ministère, la partie promotion des langues nationales a été inscrite, parce que quand on parle d'alphabétisation, on est alphabétisé en français, mais il n'y a pas de promotion de la langue nationale. Donc c'est différent. Et donc la première étape a été de créer un secrétariat permanent chargé de la promotion des langues nationales et de l'éducation à la citoyenneté. Ça a été créé, mis en place, fonctionné et tout. Ensuite, la deuxième étape, c'était effectivement d'élaborer et de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi d'orientation portant promotion et officialisation des langues nationales. Ça n'a pas été aussi simple, et ça a été adopté et ensuite promulgué par le chef de l'État le 5 juin 2019, comme l'a dit donc M. Ouedraogo. Ensuite, il faut élaborer un document de politique linguistique. Donc vous êtes à la construction pour le moment. Mais nous sommes là-dessus, je vous explique les démarches, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'il y avait un projet de document de politique linguistique depuis des années. Et il y a eu des commissions de langue qui ont été mises en place qui n'ont pas du tout fonctionné. Et donc, il y a un document de politique. Et il y a la Commission nationale des langues à mettre en place. Le document de politique linguistique, nous avons des linguistes qui sont là au CNRST, à l'université Joseph Kizerbo et ailleurs. Nous sommes en train de signer une convention avec l'Institut national des sciences et des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique pour que ce groupe de consultants-là puisse travailler à l'élaboration du document de politique linguistique qui va être justement adopté. Et ça va être le document d'orientation. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Et pour vous dire que nous travaillons, et c'est quelque chose d'extrêmement important, lorsqu'après la survenue de la pandémie à coronavirus, le gouvernement n'avait pas le choix que de réguler certains budgets, nous avons subi une régulation de près de 10 milliards. Mais pour le budget de ce secrétariat permanent, j'ai dit de maintenir et de renforcer. Et on est accompagné. Et donc, le travail est en cours. C'est le document et l'équipe qui travaille est en train de travailler là-dessus.
là-dessus. Moi, je m'étais engagé, j'arrive à faire en sorte que ce document de politique linguistique-là soit adopté et qu'il passe en Conseil des ministres avant la fin de l'année. On va continuer de travailler là-dessus. Et si on ne peut pas, dans tous les cas, la prochaine équipe qui sera là va certainement donc l'introduire. Mais maintenant, comme je dis, les questions de promotion de langue nationale, justement, c'est pour éviter ce que vous avez dit, les stéréotypes et tout, qu'on doit travailler à aller à cela. Donc ça va au-delà de l'alphabétisation, qui effectivement est un outil qui accompagne donc cette promotion de langue. Et comme ça a été dit, il y a beaucoup de formules, comme ça a été dit, en 5 ans, ceux qui sont dans le bilinguisme, avec langue nationale français, en 5 ans, ils passent leur examen. Mais combien d'enfants le font? Est-ce que vos enfants sont dans ces écoles-là? Les enfants sont plutôt, nos enfants là, ils sont plutôt dans des écoles bilingues, mais anglais-français, parce que nous rêvons de les amener aux États-Unis. Mais il faut que nous-mêmes on change. Et c'est ce travail-là qui doit être fait à travers cette promotion des langues nationales. Nous y travaillons. Et tous ces éléments que je vous donne là vont être inscrits dans le document de politique linguistique qui va dégager après une stratégie de mise en œuvre progressive. C'est juste une précision, parce que celui qui suit actuellement se demande comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que l'enseignant va parler français et gourmachima en même temps pour enseigner mon enfant? Non, comment ça va se passer par rapport à cette promotion? Voilà, parce que c'est... Vous savez, si c'est de cela vous parlez, ça a toujours existé. Vous parlez plutôt de l'alphabétisation. Vous parlez du bilinguisme. Ça existe. Il y a des écoles où vous avez le français et le fulfulde, où vous avez le français et le moré, le français et autres. Parce que il faut que les langues soient codifiées. Mais comment on va faire la promotion? Comment on va faire la promotion? Mais la promotion, ça va au-delà. Moi, si je souhaite, par exemple, apprendre le fulfulde en un mois, que j'ai la possibilité de l'apprendre, je ne suis pas obligé de l'écrire, mais je souhaite le parler, me faire entendre. Et c'est ça la promotion aussi. Ça fait partie de la promotion. Et tous ces éléments-là vont être contenus dans le document de politique linguistique. La promotion des langues ne veut pas dire que désormais, dans les écoles, on va être dans le bilingue, etc. Ça, c'est l'alphabétisation. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est le bilinguisme à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui malheureusement est plombé parce que, comme vous l'avez dit effectivement, les gens préfèrent plus le français et l'anglais. Et nous devons faire ce travail-là. Mais pour la promotion, ça va au-delà. Nous, on souhaiterait pouvoir, à terme, et j'espère que ça va être inscrit dans le document de politique linguistique, faire en sorte que moi qui ai un engagement politique, je vais dans une région où je vais parler la langue donnée pour me faire écouter, que je puisse l'apprendre très rapidement. Et là, c'est bon. Donc, il y a tous ces aspects. Mais ce que je voulais dire et rassurer, on sommes un des rares pays qui a adopté une loi d'orientation sur ces questions. Il y a des pays qui ont demandé les copies, qui essaient d'aller dans ce sens. Et nous sommes en train de travailler. Le document de politique, il est bien avancé, nous y travaillons, mais il faut qu'on accepte les étapes, parce que si on va très vite, on risque de plomber comme ça a été fait avant. La Commission nationale de langue a existé, n'a pas fonctionné. Et il faut travailler à ce que tout ceci fonctionne. Oui, là, je vais au niveau de la partie technique, parce que comme je l'avais dit, sur la plateforme du Présimètre, il y a aussi des interventions. Nous allons prendre quelques SMS, il y a des appels également. Nous pourrons les prendre au 25 36 04 04. Donc priorité au message, parce que le ministre est là, il y en a qui ont des questions. Alors, concernant les masques, jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Je veux comprendre, pour les écoles bilingues, monsieur le ministre, les formations sont insuffisantes pour les enseignants et encadreurs. Zongo Vincent, une intervention qui vient encore du centre-ouest. Alors, ils disent que pour les formations sont insuffisantes pour les enseignants et les encadreurs par rapport aux écoles bilingues. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Ce que j'ai constaté et j'ai trouvé dommage, et nous avons travaillé à mettre fin à cela, c'est que effectivement la formation est insuffisante et ce qu'on donne aux enseignants, c'est 2-3 semaines de formation avec des per diem chaque année pour des renforcements. Moi je considère que c'est de la comédie, c'est du gaspillage de ressources. Mais il faut former les gens. C'est-à-dire celui qui rentre dans une école de formation des enseignants du primaire par exemple, qui est maintenant un institut de formation des personnels de l'éducation et qui veut effectivement s'orienter vers le bilingue, mais qu'il soit correctement formé pour qu'à la sortie, on ne fasse pas chaque année un renforcement des capacités. Il faut commencer déjà par là-bas. Mais c'est ce qu'on a commencé à faire. On a mis fin à cette pagaille. Excusez-moi l'expression. Moi, je considère ça comme de la pagaille. Chaque année, il fallait dégager 300 à 400 millions pour former les mêmes personnes.
Et moi, on venait chaque fois me voir pour me dire, on a donné 100 millions, 150 millions, il manque ceci pour former. J'ai voulu comprendre, j'ai dit, mais chaque année, c'est la même chose. Donc, c'est comme une sorte d'organisation, une sorte de pas, donc pour se faire de l'argent. J'ai dit non. Si vous voulez enseigner le français et le moré à l'école, si vous rentrez à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, vous apprenez ça correctement. Et on a décidé de spécialiser les directions régionales des instituts nationaux des personnels de formation des personnels de l'éducation. Si c'est le français moré, ça peut être à Lumbila. Si c'est le français Fulfulde, ça peut être à Dori. Si c'est le français Gourmachema, ça peut être à Fada. On est en train de spécialiser pour que les gens choisissent, puissent y aller. Et les 2 ans de formation vont être 2 ans de formation complète sur le français et le Gourmachema sur le français Fulfulde et tout, pour éviter que à la sortie l'année qui suit en même temps, il faut faire 2 semaines de formation qui ne servent pratiquement à rien. D'accord. Merci. Alors, s'il y a un autre SMS, nous allons prendre avant de continuer cette émission par rapport à la promotion des langues nationales. Vous l'aurez compris, ça va commencer maintenant au niveau de la formation en ce qui concerne cette promotion. Alors, Madame Guira, vous avez entendu le ministre par rapport à ces innovations, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont en train d'être apportées au niveau de l'éducation pour contribuer à la promotion des langues nationales. Quel est votre commentaire? En tout cas, c'est une très bonne chose. Nous-mêmes, on s'inscrit en tant qu'organisation, nous nous inscrivons dans cela, en ce sens que nous travaillons avec les foyers coraniques et nous essayons de faire l'alphabétisation dans leur langue locale en utilisant les caractères arabes cette fois-ci. Donc, c'est pas de l'arabe, c'est leur langue locale, parce que c'est ça qu'ils comprennent. Et nous avons choisi cette voie-là parce que c'est leur besoin. Et tout le temps, on dit que dans les foyers coraniques, c'est compliqué. C'est parce que vraiment, on n'a pas pris en compte leurs besoins. Parce que leur besoin, c'est quoi? Ils comprennent, ils connaissent les caractères arabes. Pourquoi ne pas partir de là? Et nous avons choisi de faire la promotion de nos langues nationales parce que nous savons, des études ont montré qu'on apprend mieux dans sa langue. Et donc, nous faisons l'alphabétisation à partir des caractères arabes depuis 5 ans et ça donne de très bons résultats. D'accord. Alors, prochain SMS, il y en a aussi un appel téléphonique avant que je continue avec Monsieur Valéa. Alors, il y a Nabi Kouka du centre Ouest qui a écrit, je lis, on a remarqué qu'en dépit des efforts du gouvernement pour rendre disponibles les manuels et la cantine scolaire dans les écoles à bonne date, la cantine et les manuels viennent toujours en retard avec une qualité très en deçà des attentes. Quelle solution le ministre a-t-il pour solutionner ce problème? Bon, ça n'a rien à voir avec ce problème. Mais je vais répondre. Vous êtes là, monsieur le ministre, monsieur Nabi attend votre réponse. Tout à fait. Non, on peut dire qu'il a raison. Il y a 2 aspects. Il y a 2 aspects importants. Et il y a 3 éléments. Et pour le primaire, nous dotons donc les établissements de manuels. Et effectivement, les manuels ne sont toujours malheureusement pas en quantité suffisante. C'est toute la problématique. Pourquoi? De la gratuité. Chaque année, ça arrive en retard. Non. Il y a la quantité insuffisante et le retard. Maintenant, les retards peuvent être liés, par exemple, aux procédures de marché qui nécessitent donc un certain nombre d'étapes et tout. Et comme je vous ai dit, cette année, on devait rentrer dans la réforme curriculaire à partir du CP1 et CP2. Mais en fait, les groupes d'entreprises qui ont été sélectionnés pour pouvoir nous les fournir ont été incapables d'avoir les bons à tirer à bonne date. Parce que justement, pour cette première étape qui était financée avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, les partenaires techniques et financiers avaient souhaité que l'imprimeur, l'éditeur là soit privé. Alors que pour l'édition, nous le faisons chez nous. Nous avons une direction générale de la recherche en éducation et de l'innovation pédagogique. C'est là-bas que nous faisons l'édition. Ils disent non, pour cette fois-ci, l'éditeur et l'imprimeur, ils viennent en groupement. Et donc, ils sont venus en groupement, mais les éditeurs là ont été incapables. Ils ont pris plus d'1 année à pouvoir éditer ces ouvrages-là. Ce n'est qu'il y a quelques jours qu'ils ont reçu les bons à tirer
pour une livraison de 90 jours. J'ai dit qu'une réforme ne peut pas être entamée avec 100 livres. Et donc, du coup, on a trouvé un plan B. Oui, un plan B. On est allé en conseil des ministres. On était obligé de faire marcher de gré à gré. Les gens ont suivi. Et les manuels sont en train d'être distribués au fur et à mesure. Pourquoi cette année, c'est aussi en retard? Oui, mais il y a eu des mois où c'était moins en retard. Mais la quantité n'est pas suffisante parce que ça nécessite des ressources. Et c'est ça toute la problématique de la gratuité. Deuxième chose, c'est la question des fournitures. Il peut confondre manuel aussi et fournitures. Je vais préciser. Pour les fournitures au primaire, c'est pas nous transférons les ressources aux collectivités. Là, c'est les collectivités. Nous transférons. La cantine, c'est pareil. Et pour l'année 2000, la rentrée scolaire 2020-2021, nous avons transféré aux collectivités près de 19 milliards de francs CFA. Donc, vous voulez dire que j'arrive. L'argent est déjà parti au niveau des collectivités. En février 2020, pour la rentrée scolaire 2020-2021. On le fait parce que il faut que les marchés soient lancés, il faut que les fournitures et les vivres soient disponibles avant la rentrée. En février, les ressources ont été transférées. C'est un peu plus de 32 milliards que nous avons transférés. J'arrive en février. Et donc la question des cantines, si c'est une préoccupation, hein. On rencontre les communes, on essaie de discuter. Il y en a qui arrivent dès la rentrée à mettre à disposition. Il y en a, c'est vers juin et juillet. Et vous avez suivi en 2019. Je suis allé en conseil des ministres, j'ai fait un rapport. Il y avait une quarantaine de communes qui, en fin mai, début juin, n'avaient pas encore livré des vivres aux cantines, aux écoles. Donc le conseil des ministres, donc sur recommandation que j'ai eu à faire, a adopté effectivement le principe de mettre fin à ces marchés parce que ça ne va servir à rien qu'à partager des rations à des élèves ou peut-être même, on ne le sait pas, à des personnes qui ne sont pas concernées alors que ça doit se faire. Donc c'est une préoccupation. Il y a des communes où ça se passe très bien, il y a des communes où il y a énormément de difficultés liées à l'approvisionnement des cantines, même des fournitures, parce que les fournitures là, ce sont les cahiers et autres. Mais quand vous envoyez les cahiers en décembre, les parents sont obligés de les acheter avant, donc il y a des difficultés. Les communes considèrent que, au regard de la sensibilité de la question, il faut des procédures exceptionnelles. Okay. Mais les procédures, ce n'est pas le ministère en charge de l'éducation. Voilà, c'est ça. Donc il y a trois aspects. Les manuels, c'est vraiment nous, je comprends, mais les fournitures et les cantines, ça, ce sont les communes. Et nous transférons à bonne date les ressources aux collectivités. D'accord. Nous avons... bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. C'est monsieur? C'est Edmond Djirim Koudré. Oui, Edmond Djirim Koudré, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, c'est au sujet de la langue française, oui, qui est enseignée dans nos écoles. Oui. Je crois que c'est une langue qui a été imposée. Et nous l'avons adoptée comme une langue officielle. Oui. Mais j'ai l'impression qu'au Burkina Faso, nous manquons un peu de courage. Okay. Parce que quand on parle de langue nationale, ça va être difficile d'utiliser 2 à 3 langues pour enseigner dans nos écoles. Et je crois que par une sensibilisation, on pouvait décider de choisir une langue nationale et enseigner cette langue-là dans toutes les écoles du Burkina Faso. Et j'interviens à l'endroit de monsieur le ministre. Oui. Pourquoi le gouvernement n'a pas ce courage-là de choisir une seule langue nationale de façon consensuelle là pour qu'on l'enseigne dans toutes les écoles du Burkina Faso? D'accord. Merci, monsieur Djirim Koudré. La question est claire. Pourquoi vous dites si c'est à Tchankodogo, ça va être français Bissa, si c'est à Fada, ça va être français Goulmachima, Dori, français Fulfulde. Pourquoi pas une seule langue nationale? J'ai l'impression que monsieur Goulma est très heureux d'entendre cette question. Comment? je suis très heureux avec vous. Merci. Non, je voudrais dire à monsieur Edmond Djirim Koudré, s'il prend donc la Constitution, c'est très clair, la langue officielle c'est le français. Donc il y a la partie officialisation des langues, il y a la partie promotion. Il fait la confusion. Il y a 2 choses. Nous avons, on nous dit autour de 69 langues. 65 langues nationales. Autour de 69. Et le français est la langue officielle. Maintenant on parle d'officialisation et de promotion des langues nationales. Nous, notre objectif, le français reste la langue officielle. En tout cas pour le gouvernement, en tout cas ce gouvernement. Et maintenant les 69 là, on doit les promouvoir. Ça peut aller jusqu'à l'alphabet, à faire en sorte qu'il y ait un alphabet et tout. Mais comme il l'a dit, je l'invite à faire le choix parmi les 69 langues là, d'une langue qui va être consensuelle.
Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que si on va dans ce sens-là... Il a dit le gouvernement manque de courage. C'est pas une affaire de courage. On va avec cette langue. Non, c'est pas une affaire de courage ici. C'est une affaire de lucidité et de responsabilité. Il ne faut pas brûler ce pays-là. Si on décide que c'est le Bouamou qui est la langue officielle, vous pensez que les autres vont accepter? Pourquoi ils ne vont pas accepter? Non, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Il y a la langue officielle qui est le français, consacré par notre constitution. Et les 69 langues-là, on travaille à les promouvoir. Mais les autres pays ont des langues, mais c'est une seule langue qui... Lesquelles? Donnez-moi lesquelles. Au Sénégal, vous avez le Wolof qui est plus parlé sur les chaînes de... Mais est-ce que le Wolof est une langue officielle? N'est pas une langue officielle au Sénégal? Je n'ai pas parlé d'abord de langue officielle. Je parle d'une langue à laquelle... Moi, je prends un mot par rapport à Edmond Guillaume Coudré. Je parle d'une langue par rapport à laquelle tout le monde s'identifie facilement. Vous avez le Swahili de l'autre côté de l'Afrique centrale. Quand vous avez parlé de Sénégal. Mais moi, ma question, si j'ai bien compris Hermo Djigam Koudré, cette langue-là, c'est pour tendre vers son officialisation, qui va passer d'abord par sa promotion, son enseignement, sa maîtrise à l'échelle nationale, et puis maintenant qui va remplacer le français. Si je suis... J'ai compris ce qu'il veut dire. Le courage, il veut dire que c'est la langue de colonisation, etc. C'est ce qu'il dit. Je ne vais pas commenter ces aspects-là. Effectivement, dans la loi d'orientation, on a montré les étapes qui vont jusqu'à l'officialisation. Mais on n'est pas là. Comme j'ai dit, c'est des questions... Je prends un dernier coup de fil avant de revenir. Alors, M. Bansé, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bansé. C'est M. Bazi. Ah, M. Bazier, excusez-moi. M. Bazi. Oui, allez-y, M. Bazier, il nous laisse que quelques minutes. Je vais répondre à la réponse. Vous dites? Je voulais répondre même à la question de l'auditeur passé. Oui, allez-y. Moi, j'aimerais répondre même à la question de l'auditeur passé à la place du ministre. Oui, allez-y. Parce qu'actuellement, on ne peut pas choisir une seule langue nationale pour imposer aux autres. D'accord, c'est tout? Voilà. Okay. On a plusieurs ethnies. Si on allait favoriser toutes les ethnies, ça allait être encore plus intéressant. D'accord, ok, nous vous avons compris. Alors, parce que déjà lui voir, si on prend une langue, c'est qu'on a favorisé. Mais naturellement, c'est ce que... Alors qu'on parle cohésion, on parle d'unité nationale. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que... Vous savez, c'est ce que les gens vont comprendre, malheureusement. Ce que les gens vont comprendre, et à juste titre. Mais sur quels critères vous allez choisir telle et laisser telle autre langue? Parce qu'elle est la plus parlée? Ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est important de faire très attention sur ces aspects-là. Et c'est pour ça que nous n'allons pas dans ce sens. Nous allons dans le sens de la promotion. Il faut d'abord faire en sorte que ces 69 langues-là puissent être parlées au Burkina, puissent être préservées. Parce qu'il y a des pays, effectivement, comme la France. Mais le français, là, ce n'est pas la langue seulement de la France. Il y a eu beaucoup d'endroits où il y avait des langues qui ont disparu aujourd'hui et qu'ils essaient de faire revenir. Donc c'est un peu cet aspect. Je pense qu'il faut faire très attention. Nous parlons de cohésion. Nous avons 69 langues. Et chacun est fier d'appartenir. Comme a dit M. Ouedraogo, c'est presque une exigence pour lui. Les enfants doivent parler sa langue maternelle. Moi, je suis chez moi aussi. Je souhaite qu'on parle ma langue maternelle. Quand je me déplace, les gens souhaitent que je m'exprime dans ma langue maternelle ou dans telle langue. Et donc, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Et ce n'est pas une affaire de courage, c'est une affaire de lucidité, de responsabilité et que le gouvernement a adopté. Sinon, si on lui dit lui-même de réunir des gens et de choisir une seule langue, là, ils ne vont pas sortir de la salle. Donc, il faut faire très attention. Si pour sa propre gouvernement, nous avons 69 langues. Et ça a été fait par le professeur Kédrebego, le docteur Kédrebego, qui est directeur de recherche à la retraite au CNRST. Et il fait partie de l'équipe qui travaille sur le document de politique linguistique. C'est une étude c'est des études de recherche qu'il a menées, publié des articles. Et dans le cadre justement de ce travail de document de politique linguistique, nous sommes en train de rafraîchir ce document pour y aller. Donc, c'est pas une affaire de courage. C'est une question sensible. C'est une question sensible et nous souhaitons préserver nos différentes langues pour qu'il n'y ait pas de langues qui disparaissent. Pour le moment, c'est ça. Et la Constitution a consacré, et quand on dit Constitution, on parle de consensus. D'accord. Consacrer le français comme la langue officielle. Autre précision aussi en ce qui concerne les histoires de cantine et de fourniture, vous voulez dire clairement de voir chacun n'a qu'à voir avec son maire. Je vais être extrêmement précis. Parce qu'il nous reste une minute. Oui, il faut être responsable. Ce que je voudrais dire, mais peut-être que ça ne va pas changer, dès qu'il y a des problèmes de cantine ou de fourniture scolaire au primaire, on dit que c'est le ministère en charge de l'éducation. C'est pas nous. Alors que c'est la mairie. C'est la commune. Nous transférons les ressources aux communes. Maintenant, ça peut ne pas suffire. Nous transférons. Et puis, comme j'ai dit, nous transférons quand même à temps. Février, année N-1 pour année 1. Donc, on transfère en février.
ou en mars au plus tard pour que les vivres soient... donc c'est à ce niveau. Mais nous avons gardé quand même au niveau du ministère en charge de l'éducation le contrôle de la qualité et de la quantité à livrer des vivres conformément au dossier d'appel d'offres. Et ce que nous conservons pour nous assurer que les enfants sont dans de bonnes conditions. Mais nous sommes dans la réflexion avec les collectivités et dans le bassin de Tenkodogo où j'ai reçu les maires venant de la région de l'Est, de la région du Centre-Est et de la région du Centre-Sud, je leur ai dit, l'année prochaine là, ça pourra changer. Comme après le 22 novembre, les choses vont certainement changer. Si on était toujours là, à partir de fin février, les communes qui n'auront pas servi des vivres aux écoles, on va faire le même rapport pour mettre fin à ce marché, pour encourager les gens à suivre les autres, pour que nous ayons des vivres de qualité. Mais sinon, c'est une très bonne chose, la décentralisation, mais il faut que certaines communes se mettent aux normes en termes de ressources humaines, en termes de capacité pour la gestion des marchés, de façon à ce que nous avons décidé de faire, de rapprocher des bénéficiaires ce que nous apportons, soit une réalité. Donc c'est un processus irréversible, la décentralisation, mais il faut les amener à la qualité. Le processus est irréversible, il faut ramener à la qualité. Je pense que c'est tout, et puis c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Nous n'aurons pas le temps d'un tour de table. Était avec nous M. Stanislas Ouaro, c'est le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Également, Mme Gira Bissiri Awa, présidente de l'association ICRA. De M. Hector Ardan Ouedraogo, il est le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. Et de M. Roger Valéa, il est l'administrateur général du cabinet de l'agence ACSF Afrique. Encore merci une fois d'être venu. Merci à vous qui avez appelé, vous qui avez fait des SMS. Encore merci de nous avoir suivis. Au revoir et bien des choses chez vous.